Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Deck Builder. Et bien donc, bien le bonjour. Aujourd'hui c'est lundi, c'est le début de la semaine. Aujourd'hui on parle de nouveau de Cyberpunk TCG. On est toujours sur la ligne de conduite de Road to Release. Comment bien préparer la sortie du jeu. Pour bien se préparer et ne pas prendre une raclée par les trois cagoulés du fond tels que moi à vos premiers tournois, il faut quand même avoir quelques bases. Aujourd'hui, on va regarder les programmes, des programmes de toutes les couleurs et faire un petit point de comparaison parce que sur les différents Discord et sur le simulateur notamment en Ranked, donc ce qui correspond au système classé, il y a une carte qui change littéralement toute la méta, et quand on a eu le malheur, enfin, en tout cas je fais partie de ceux qui ont le malheur de râler sur le pouvoir de cette carte, on me répond que oui mais Wertco a prévu et a déjà sorti des programmes équivalents dans toutes les couleurs. Le programme en question, il me semble que c'est celui-ci. Ah, c'est pas celui-là, ça doit être par là. Je vais pas le montrer tout de suite. D'ailleurs, celui-là que là je voulais montrer, ça fait partie des derniers programmes, mais ça c'est la blague rouge. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 août, nous sommes toujours sous domination rouge, double rouge, que du rouge et encore du rouge. Rouge qui est imbattable. Aujourd'hui, pourquoi on compare ces programmes-là? Parce que la gestion dans un TCG, et encore plus lors de vos AP, j'aime le café, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Lors de vos AP, les gestions de board vont être très 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 importantes. Les vanilla et les gestions de board sont très importantes. Ne cherchez pas à avoir des synergies ou des grosses combos pour le format scellé. C'est pas ce qu'on recherche le plus. Si vous avez des combos faciles à faire, faites-les. Mais ce qu'on va chercher, c'est de l'efficacité. Et dans Cyberpunk TCG, il faut reconnaître que pour un premier set, la gestion de board, il y en a une chier. On va faire en revue tout ça, et puis après je vous expliquerai pourquoi je suis pas content du rouge. Encore le rouge. Le rouge c'est trop fort, et pourquoi le rouge c'est trop fort? Parce que le rouge ça fait tout. Mais tout. Tout et sans trop de conditions, voire même pas du tout de conditions. On commence. Le programme de gestion pure et dure de jaune, 3 drames pour 3. Chaque joueur defeat une de ses unités. C'est c'est fort en early games pour quelqu'un qui va jouer en curve, parce que vous n'avez pas besoin, vous, d'avoir une unité pour que ça fonctionne. C'est chaque joueur supprime une de ses unités. Si vous n'en avez pas, bah, vous en supprimez pas. Par contre, si votre adversaire en a, ça, il doit en supprimer une. Le petit défaut qu'elle a, c'est une commune, pourtant ça me semble très très fort quand même pour une commune, c'est que si votre adversaire se setup tout comme veut le faire double jaune, bah cette carte-là vous sert à rien. Vous allez la mettre en E10 et puis vous allez vous rendre compte que le tour d'après vous allez en avoir besoin. Mais là où je veux en venir, c'est que soit vous la jouez en early game, vous n'avez pas d'unité et du coup ça fonctionne bien, soit vous la faites pendant votre tour de jeu et du coup ça ne c'est pas aussi fort que ce qu'on pourrait penser, parce que ça vous supprime du board à vous aussi. Ça vous supprime du board et au final, en late game, on veut avoir du board. On ne veut pas ne pas en avoir. On ne gagne pas sans board. Donc, petite condition. En semi-gestion, j'ai envie de dire ça, semi-gestion, enfin, pour moi, c'est quand même de la gestion. C'est que vous allez avoir du board de poser. Si votre adversaire veut aller vous trade, eh ben, pour deux, il n'y a pas de souci. Vous savez que vous avez perdu. Et ben, ce programme vous dit en effet quick, donc c'est-à-dire pendant que votre adversaire il déclare une attaque, si vous avez deux et 10 ouverts, vous pouvez jouer en effet quick ce programme qui dit que si votre unité a perdu, vous détruisez l'unité adverse. Ça, je trouve ça beaucoup plus fort que ça. Ça coûte en plus moins cher pour 2 et 10. En effet quick, franchement, ça fait le café dans un double jaune vert par exemple. Où c'est qu'en plus avec le jaune, on peut quand même contrôler nos dés. Le mieux c'est d'en avoir des différents, mais bon, si on joue avec le vert, on va avoir des paires.
mais dans un deck où c'est qu'on va contrôler nos dés, on va pouvoir jouer avec Pépé, qui va pouvoir nous détape deux légendes, par exemple. Ou alors, si on l'a pas, on garde deux Eddies ouverts. C'est un peu téléphoné, mais tout le monde la joue pas, je trouve, celle-là. Et celle-là vous dit vraiment, ok, t'as voulu me trade, y a pas de problème, tu meurs aussi. Donc quand les grosses vanilla, Animal Breakers pour pas la citer, va venir vous, pas vous chercher vos dés tout de suite, mais va vouloir chercher à vous rase le board avant, et ben vous dites, ok, je te mets un petit coup de surin, hein, et ton unité, elle dégage aussi. Donc ça, c'est un très très gros programme qui en plus coûte pas cher, pour le coup, je trouve. Cyberpsychosis qui n'est plus du tout joué. Vraiment, c'est plus du tout joué. J'adore le café. Je vais pas vous la faire à chaque fois quand même. Celle-ci pour en effet quick, qui dit que en effet quick toujours pour 3, ça augmente de 3 de power level. Donc de power, une unité qui attaque soit une de vos unités, soit vos dés, par Gears. Si elle n'a pas de Gears sur elle, ça ne fonctionne pas. C'est une condition qui coûte un peu cher, je veux dire. Si c'est quelqu'un qui va attaquer vos dés, c'est risqué, parce que ça peut lui faire passer la barre des 10, et du coup elle va vous chercher 2 dés, même si c'est des dés du trapète. De se faire détruire, mais que ça a volé 2 dés, en vrai, l'unité a fait le taf. Pour trade une unité qui va vous en détruire une, je préfère le petit canif d'avant. Après, il y a peut-être un monde où c'est qu'on ne s'en sert plus, mais qu'on devrait peut-être s'en servir. Elle a l'avantage d'avoir que 2 drames. Pourquoi pas? C'est quand même un programme de gestion pour 2 drames qui ne sera certainement pas dans un double jaune, mais qui sera peut-être dans un double X avec le X étant jaune. Ensuite, on passe au vert. Synapse, qui n'est pas un programme de gestion en soi, mais qui peut faire office. Ça peut faire office parce que ça ne coûte pas cher. Moi, je trouve ça très très fort, Synapse Burnout. Parce que pour un, vous allez pouvoir donner plus un à une unité qui attaque ou qui est attaquée, parce que le quick peut effectivement marcher pendant votre tour. Il donnera plus un par légende découverte. C'est-à-dire que si vous avez une créature à 4-5 et que vous vous faites attaquer par une 6 pour 4 par exemple, et que vous avez, je sais pas, je vais dire deux légendes d'ouverte, et ben votre 6 pour 4 pour 1 va passer à 8 pendant le trade. Donc du coup c'est la créature adverse qui va se faire trade. A l'inverse, pour aller chercher genre une unité, vous avez votre 6 pour 4 et en face il a sa 6 pour 4 qui est inclinée, bah pour 1, vous allez pouvoir donner un petit bonus à votre unité à vous, qui va vous permettre de passer la barre de l'égalité et du coup d'aller trade une unité adverse. C'est pour ça que j'appelle ça une semi-gestion, parce que ça ne gère pas telle quelle une unité, par contre ça va permettre à vos unités d'aller trade quelque chose potentiellement. Faire attention, ça n'augmente pas quand on va aller chercher les dés. J'en vois beaucoup se faire avoir. Vous vous rendez compte que si on pouvait donner plus 3 à une unité pour aller chercher des dés pour 1, ce serait complètement pété. Faites attention à ça. Par contre, c'est un très bon sort de quick pour 1 et c'est un très bon sort non quick en cas d'attaque pour 1. Le programme de gestion pure et dure chez les verts. Wild in the Street pour 5. Defeat Spent Unit. Donc on va pouvoir aller détruire une unité inclinée. Pour 5. Pour 5, c'est horriblement cher. C'est trop cher. C'est trop cher, surtout qu'on n'a pas forcément moyen de réduire le coût de nos cartes chez les verts, sachant que celle-ci a 4 de RAM. Il n'y a qu'un build qui lui permet de réduire son coût, c'est avec du bleu, avec Al Cunningham. Il faut avoir des dés à 1, sauf qu'avec Al Cunningham, c'est compliqué d'avoir des dés à 1. On a beau avoir Peace of Rings en programme vert pour aller copier un dé. Si on n'a pas la chance de tirer un D1 dès le début, ou alors si on joue pas contre du double bleu qui lui va chercher à aller faire des D1, c'est compliqué d'avoir des D1 dans sa zone de geek. Très trop. Enfin, c'est la condition. Il y a double condition pour moi dans cette carte. La première, c'est que son coût, c'est trop cher, 5. 5, c'est trop trop cher par rapport à celle d'après. C'est trop trop cher.
Et c'est une unité dépensée. Ça veut dire que si votre adversaire s'amuse à soit redresser ses unités, parce que dans un certain but c'est possible, ou qu'il va tout simplement juste poser du board et pas aller chercher vos dés tout de suite, là votre programme il vous sert à rien. Parce qu'il y a une condition. C'est dommage. Même principe. Cette carte-là, dans un build où on joue Alt Cunningham avec des dés à 1, ce programme est monstrueusement fort. Le problème, c'est son coût. Son effet, il est pété au possible, mais je veux dire, avec le coût qu'elle a, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est juste que pour 7, à moins d'avoir un board déjà bien en place, d'avoir 3-4 cartes sur le board, ce qui ne risque pas d'arriver, vraiment, ça risque pas d'arriver, à cause des programmes de la faction d'après. Ça risque pas d'arriver. Mais ce programme, qu'est-ce qu'il dit? Je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. On peut aller incliner toutes les unités adverses et en détruire une. Moi, je trouve ça extrêmement fort. Pour 7, le problème, c'est son coût. Est-ce qu'on pouvait le faire pour moins cher? Oui. Moi, je pense qu'à 5, ça fera partie des deux petites choses dont je voudrais discuter avec vous à la fin de la vidéo. 7, c'est trop. 7, c'est trop, ça arrive trop tard. Je rappelle, on est dans un jeu qui veut aller très vite. Et pour 7, une fois que vous avez dépensé vos 7 et 10, ben vous avez fait que ça. En tout cas, avec ce que vous avez dans votre main. Et ça peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Votre adversaire, s'il a pris de l'avance, admettons, vous utilisez ce programme-là même pour 7. On imagine. Vous avez du board, vous faites ça pour 7, vous inclinez tout le board adverse, et vous allez en détruire une. Il suffit qu'il joue double rouge avec des Animal Breakers ou des Yorinobu ou je ne sais quoi, les meilleures unités du jeu. Ben vous aurez beau avoir des PP, la nouvelle carte, la Backstack AV, UV, AV, celle qui échange un dé tout de suite. Vous passerez pas au-dessus des unités rouges à cause de leur stats imprimées. Donc au final, est-ce que c'est fort? Oui, mais pas contre rouge. Et il est là le problème de ce jeu. C'est à chaque fois, c'est un très bon programme, c'est une très bonne carte, mais pas contre double rouge. Et à chaque fois, on en revient toujours au même problème. Mais pas contre double rouge. Ou alors dans le sens inverse, putain, avec double rouge, ça va trop bien. Allez, ah, on arrive à la maison. Je vais pouvoir vous en parler vraiment en détail parce que c'est une faction que je ponce. Je ponce, c'est la faction que j'ai depuis quasi le début. Depuis le début où c'est qu'on pouvait faire des decks sur le soft, c'est les cartes bleues que j'ai jouées. Bon, pas celles-là parce qu'elles sont arrivées un peu plus tard, mais disons que le principe bleu, je le connais maintenant sur le bout des doigts. Pyramide Song. 3 drames pour 3. Choisissez un effet. Si votre D4 est à 1, vous pouvez faire les deux. On peut donner -4 à une unité pendant ce tour. Et si vous avez une unité à 0, vous pouvez la bottom deck, donc la mettre sous le deck de votre adversaire. Beaucoup trouvent que c'est craqué du slip. C'est vrai, c'est complètement craqué, mais c'est sous condition et pas contre double rouge. Et du moment où on n'arrête pas de dire oui mais pas là, et puis ben, là non plus, de où on peut dire que c'est complètement pété. Par contre, contre les autres cartes qui ne sont pas, enfin tout ce qui ne joue pas double rouge, les cartes qui vont être à 3-4, parce que toutes les autres factions ont des cartes à 3-4 pour poser du board, hein, sauf double rouge. Si, la Liorna, et puis, qu'est-ce qu'ils ont? La Valentino qui, si on a plus de street cred, permet d'aller attaquer les bloqueurs qui sont relevés. Parce que le rouge, il n'y en a jamais assez. On fera un petit tour d'horizon sur le rouge de pourquoi de dire que j'ai la haine, c'est pas que j'ai la haine, c'est que je suis tellement dégoûté qu'ils aient voulu faire une faction plus forte que les autres. Et c'est plus fort non seulement parce que les cartes sont littéralement plus fortes, mais parce que ça répond à tout. Et ça fait tout. Donc Pyramid Song, oui, c'est très fort. Le principe du bleu, là où c'est fort dans leur programme, c'est que ça ne defeat pas, donc ça ne détruit pas sa bottom deck. Donc toutes les factions qui vont tourner autour des effets defeat, en mode ok, si tu me détruis, bah, il va se passer un truc. Nous, le bleu, on arrive vraiment à passer outre parce qu'on ne détruit pas en bottom deck. Et ça fait une vraie différence par contre. Donc ça, c'est le fameux programme à 3 pour 3 de RAM, qui est l'équivalent dans chaque faction.
Tiens, que celui-là, là. Cette saloperie là. Ensuite, nous avons Unlikely Bond. Ça marche pour moi dans un seul type de deck. C'est ceux qui ne vont pas jouer Jackie, mais qui vont jouer soit Mono Bleu, soit qui vont jouer Judy et Al Cunningham. Pourquoi Judy et Al Cunningham? Parce que Judy va vous permettre de rentrer comme carte les Evelyn Parker et les Delamain AI, qui sont des cartes à 0, mais qui, avec Judy, dès que vous jouez un Brandens, vont pouvoir avoir au moins 1. Là où cette carte est plutôt forte avec Al Cunningham, c'est que si vous arrivez à avoir des D1, je rappelle, Al Cunningham, la légende, vous pouvez la taper pour réduire de 1 le coût des cartes jusqu'à un minimum de 1 par Giggs à 1. Ça joue avec les 1. Il y a des 1, 1, 1, 1, 1 partout. Ce qui veut dire que si vous jouez votre unité au tour d'avant, ou même pendant ce tour, où vous avez 7, 8 et 10, au lieu de jouer un Placide qui va juste aller trade, enfin bottom deck une unité, vous pouvez par exemple jouer une Evelyn Parker pour 2, ou même jouer un Delamain AI flat, c'est-à-dire vous la posez, vous piochez 2, après vous tapez votre Al Cunningham, vous réduisez le coût de cette carte, admettons à 1, donc pour 5, vous avez posé une unité, pioché 2, joué un programme qui, du coup, va bottom deck une de vos unités relevées et bottom deck une de ces unités ennemies dépensées. C'est fort, mais encore une fois, ça a un effet négatif de dire que non seulement je vais m'enlever du board, et en plus toi, il faut que tes unités soient dépensées. Si tes unités sont debout, ça ne fonctionne pas. Il y a encore trop de conditions. Je reconnais que la carte est forte sur les cartes à 0 qui ne vont pas vous chercher à aller chercher forcément des dés, mais dans l'absolu, effectivement, comme j'ai dit, de faire de la value et du card advantage et au final pouvoir après aller trade des unités ennemies dépensées, c'est fort, mais c'est toujours son condition. Par contre, l'art est magnifique, j'adore. Et ensuite, on a le programme qui fait parler beaucoup de monde. Les éléments. Les éléments, ça dit quoi? Pour 5, bottom deck, rival unit. Mais, ça c'est ce que les gens entendent. Pour 5, on peut aller bottom deck une unité ennemie. Voire même, moi j'arrive avec Jackie et Al Cunningham dans mon deck. Quand on arrive à bien descendre les dés et avoir une flopée de dés à 1, pour 1, on peut aller bottom deck une unité. Celle qui a le pouvoir imprimé le moins fort. Dans un deck en curve, c'est extrêmement fort. Même pour 5, je veux dire, vous jouez 5 flat. Deuxième tour, votre adversaire pose euh, une carte à 5. Je pense à tiens, la nouvelle Max Stack vert. Ou chez les rouges. Les rouges, ils vont poser un Rocker Boy, par exemple. Le Rocker Boy. Pour 5 pans, je te pose une 8. Moi, pour 5, ça dégage. Oui, c'est fort. Mais maintenant, les joueurs de double rouge ont compris qu'il fallait arrêter de jouer en curve pour pouvoir contrer double bleu. Effectivement, double bleu avait une certaine dominance contre les decks qui ne jouaient qu'en curve, parce que les autres factions ont des cartes de maboule en curve. Juste, moi si j'ai la chance d'avoir un bon tirage et que j'ai ça en curve, ton deck curve, je le défonce. Tout simplement. Mais par contre, il faut les avoir. Et quand vous avez un deck en face qui va jouer, par exemple en ce moment double rouge-vert, va jouer des Meredith, va jouer des Field Operator pour ensuite te balancer des Animal Breakers, si je joue ça, ça va enlever quoi? La Field Operator. Et ton Animal Breakers, il est protégé. Et là, on va me dire que ça, c'est le meilleur programme du jeu. Non. C'est le meilleur anti-bet en curve. Point. Il n'y a pas de débat. Et ça coûte 5. Flat. Ça coûte putain de 5. On va comparer à celui-là. Ça tombe bien. Ce qui lui coûte cher pour 6. Et un Brandens en plus. On y reviendra après pourquoi Brandens chez les rouges, ça aurait jamais dû exister. En fait, il y a ça. Dans le tour d'horizon de rouge, on le fera. Carnage au Coliseum. Qui dit qu'on peut aller defeat une unité ennemie qui a un pouvoir inférieur au pouvoir de l'une des nôtres. Moins 1 par gig à 8 ou plus. Ça, cette ligne de play là, j'aime beaucoup. Parce que c'est bien designé.
c'est fumer du slip, dans le sens où les unités rouges ont les plus gros pouvoirs imprimés. Mais, mais ça coûte 6 flat. Et que si on veut le baisser, il y a quand même une condition. Et du fait qu'il y ait une condition, techniquement il y en a même deux. Je veux dire, vous jouez dans un miroir, ça ne fonctionne pas forcément bien. Il y a deux conditions, donc je n'ai pas de problème avec ce programme. C'est très très fort. Comme les éléments, c'est très très fort. Il n'y a pas de souci. J'expliquerai de pourquoi le rouge va être au-dessus, forcément, à cause de ça. À cause de ça, ce programme est complètement fumax du slip. Defeat Rival Unit qui a un pouvoir imprimé de 4 ou moins. Si votre adversaire contrôle 2 dés de plus que vous, ben, pour 3, vous en enlevez 2. Moi, j'en ai 2. C'est un Brandens. Hein, on va le filer rouge. Cette carte-là, ça fera partie du sujet que je vais vite aborder après. Je passe sur celle-là. Là où ça m'énerve chez les rouges, c'est que ça, c'est les cartes qui ont été dévoilées dans les decks de démarrage. Cette carte te dit tout simplement que tous les joueurs discardent leurs mains et qu'ils repiochent 5. Si le nombre total de cartes discard est égal à la valeur de l'un de nos dés, on pioche 2 de plus. Comme si les rouges, en mode agressif, n'étaient pas assez forts, on leur a dit ok, tu peux être encore plus aggro parce qu'on va te filer un programme qui va pouvoir te refaire faire ta main. Voilà. Le brocoli, là, pas beaucoup joué encore parce qu'en fait, il n'y a pas le temps de jouer vu que double rouge défonce tout le monde. Mais vraiment, dans des, dans des match-up qui vont aller un peu plus lentement, ça peut arriver, bah cette carte dit ok, sois agressif mon pote, il n'y a pas de problème. On va te refaire faire ta main. Le brocoli. Donc oui, ça. Et c'est encore plus fort parce qu'il y a ça. Ça, 33% de chance de le dévoiler dès la première légende. Voilà. Voilà. Rappel, en effet call, trash 3 et ajoutez un brain dance de votre trash dans votre main. Attention, là où c'est tellement fort, c'est que ça peut arriver plus tard dans la partie. C'est pas dans les 3 cartes qui sont trash qu'on choisit un brain dance. C'est dans toute la trash. Donc ça veut dire que si vous avez joué un Bonnie and Clyde, vous révélez, vous pouvez le récupérer gratuitement. Donc vous avez une nouvelle énorme gestion pour 3. Et là où c'est fort avec Carnage et V, et c'est là où je vais en venir avec ce double rouge de zinzin, on va essayer de rester poli, c'est que double rouge est capable de tout et de répondre à tous les match-ups. Je rappelle qu'il y aura un side, de combien de cartes on ne sait pas, tout comme les règles, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, enfin les règles finales. Mais ces deux cartes-là, bon, au vu de la méta, celle-ci va être dans le deck principal, celle-ci sera dans le side, voire même celle-ci peut être une bonne source d'Elise, il n'y a même pas besoin de le mettre en side. Mais quand bien même on veut un match-up, si vous jouez contre un miroir qui va jouer que des grosses unités, cette carte-là, certes, ne vous sert à rien. Si vous allez jouer plutôt celle-là. Si à l'inverse, vous jouez contre beaucoup de double bleu, ou même, je veux dire, toutes les autres factions qui vont jouer les Dexter Deshaun Nakat, qui vont jouer les Field Operator, qui vont jouer les Emergency Atlus, qui vont jouer des Rita, bon, les Misty, elles ne seront pas jouées, mais toutes ces cartes-là vont être gérées par ça. Et pourquoi ça m'énerve? C'est parce qu'il y en a que je ne citerai pas, de toute façon il parle pas français donc il passera pas sur ma chaîne, l'Osmut, si tu passes par là, salut, qui te balance de dire ouais mais t'as qu'à pas être agressif puis aller chercher mes dés. Mais sauf que ce que vous n'avez pas compris, les doubles rouges là, c'est que les autres factions, si elles ne vont pas prendre un peu d'avance au niveau des dés, si elles ne sont pas agressives, on vous laisse le temps de poser des Animal Breakers, des Yorinobu, et puis après, vous nous submergez avec le board, vous avez des boards à 5-6 cartes. Donc encore heureux qu'on va aller chercher des dés tout de suite. C'est ça que vous n'avez pas compris. On est obligé parce que le rouge, c'est trop
fort. Royce, je suis moins fan. Adam Smasher, il n'y a pas besoin de parler. Il y a un énorme contre Adam Smasher maintenant. Adam Smasher se fait contrer par une carte à 2, c'est le Riot Shield pour 2 qui dit vos légendes coûteront plus 2. Vous le mettez sur une de vos légendes dès le début de la partie. Celui qui a sa légende Adam Smasher ne la jouera pas. Ça, voilà, ça, on a trouvé un bon contre à ça. Parce que ça, c'est monstrueux. Ça te met une pression de dingue. Tu te dis que si. Pareil, ça, les joueurs de double rouge n'ont pas compris. Ceux qui ne jouent pas avec le Riot Shield, du moment où on découvre qu'il y a Adam Smasher, évidemment qu'on va aller chercher des dés très rapidement. Parce que lui, lors du dernier tour, te dit je vais te détruire une unité gratos, puis je vais pouvoir aller attaquer tout de suite. Mais non, non, va pas chercher mes dés tout de suite. Les fixeurs, j'en parlerai pas. Moi, je trouve ça très mauvais, les fixeurs. Johnny, dans un certain deck, c'est très très fort. Rebecca, on n'en parle pas. Yorinobu, beaucoup moins joué, mis à part dans le deck Arasaka. Non, on n'en parlera pas. Mais ouais, la duo, la doublette V Adam Smasher, c'est celle qu'on voit tout le temps parce que c'est celle qui marche le mieux. Ça, ça permet de jouer avec le bleu. Ça va donner plus de, ça va donner plus de à vos unités, qui va permettre de pouvoir jouer Carnage. Vous allez voir que tout proc avec tout. Rustless Life, on n'en parle pas. La Liorna, on n'en parle pas. Parce que c'est un bloqueur. Ça peut permettre, par contre, quand elle bloque, d'augmenter vos dés pour pouvoir aller proc Carnage. Sword Ice Hustle sans Gears, ça fonctionne pas. Valentino Guerrera, si vous avez plus de Street Cred, ce qui va forcément arriver, va pouvoir aller chercher les bloqueurs en face. Ça a déjà 4 de valeur imprimée, sachant que les bloqueurs ont 0, la majeure partie ont 2, il y a Rita K4, mais si vous jouez un Japan Ton Ronin, bah, il passera à 6. La sixième recrue, n'en parlons pas. Kerry n'est plus joué. Meredith est encore Meredith Stout est la meilleure bloqueuse de tout le jeu. Chromefang, qui vient d'apparaître, qui n'est pas beaucoup joué, ce que je ne comprends pas pour le coup, parce que sur le papier, dit en effet play, les unités ennemies ne pourront pas voler de dés qui auront une valeur supérieure à leur pouvoir. C'est anti-bleu au possible. Meredith, je ne l'ai pas dit, mais on rappelle que sa deuxième ligne de jeu dit que si j'ajuste la valeur d'un DD ou si j'échange l'un de TD, elle va pouvoir aller chercher n'importe quelle carte dans la trash. Un Bonnie, un Carnage, hein, sait-on jamais. El Sombrero ne sait pas jouer. Royce revient un petit peu parce que ça permet de gérer toutes les petites unités en face. Ça, c'est plus joué. Ça, c'est pas joué. Ça, c'est une catastrophe d'avoir pondu ça. Je comprends pas le délire. On va mettre une Vanilla qui va aller chercher 2D. Voilà. Minotaur, c'est plus joué. Octante, c'est pas joué. Yorinobu, j'en ai assez parlé. Je vais pas revenir dessus. Mais Johnny, je suis passé par-dessus. Ouais, Johnny te dit, je vais te raser le board et en plus gratuitement. Si tu joues des corpos, je suis invincible. Mantis Blade, pour 1, ça rajoute 2. Arasaka Emergency Radioport est un très bon gear dans le deck Arasaka qui va permettre de donner plus 2 et qui va permettre de révéler une légende gratuitement. Satori, énorme moteur de pioche. Denman Transmitter, parce que oui, les cartes rouges n'étant pas assez fortes, on va lui mettre un gear qui permet de le rendre invincible. Enfin, en tout cas, de lui donner une extra life. All is Lost, si on en rate d'unité dans sa main de départ, et ben pour 1, on va pouvoir en chercher un. Industrial Assembly, on va pouvoir augmenter la valeur d'un de nos dés pour aller proc Carnage, ou on va pouvoir augmenter le dé de l'adversaire, genre le dé bleu, pour pouvoir l'emmerder. Appétit for Destruction, si on veut raser le board parce que l'autre en face a des petites unités, et ben pour 3 on va dire non seulement je vais te traiter ton unité, mais vu que j'ai des énormes unités, ben je vais aller te chercher un dé encore en plus. Bonnie and Clyde te rase le board du double bleu. Over the Edge, en late game, en miroir, c'est trop fort. Gunpoint Diplomacy, c'est pas joué. Ça dit sois gros, je vais te refaire ta main. Et puis ben Carnage, on en a parlé. Ça fait tout, le double rouge. Ça fait tout. Ça répond à tous les match-up. À tous les match-up. Et pourquoi ça répond à tous les match-up? C'est parce que en early game, si vous vous faites détruire vos unités, c'est pas grave, il y a Yorinobu.
Si en face de vous, il y a des petites unités qui veulent être agressives et vont vous chercher des dés très rapidement, c'est pas grave, on a Bonnie and Clyde. Si quelqu'un vous met ses 6 pour 4, c'est pas grave, on a Appétit for Destruction à pouvoir lui raser le board et lui aller chercher un dé en même temps. C'est pas grave. Si quelqu'un vous baisse vos dés, c'est pas grave, on a Industrial Assembly qui permet de piocher et d'augmenter la valeur donnée. Si vous avez briqué un petit peu au niveau des unités, c'est pas grave, on a All is Lost. Si vous avez en début de game, c'est pas grave parce qu'il y avait derrière qui va pouvoir aller vous les récupérer. Si vous avez à peine de retard sur le board, c'est pas grave parce qu'en late game, vous met Adam Smasher. Voilà. S'il y a des bloqueurs en face et que le mec veut pas les détaper, c'est pas grave, on a Valentino Guerrera. Tiens, s'il y en a un qui veut s'amuser à changer vos dés ou avoir les échanger pour aller faire des Hanako et compagnie, c'est pas grave, qu'il fasse ça, de toute façon, au pire, je récupérerai tout ce que j'ai dans ma trash. Pour ça, faut des conditions. Pour le vert, n'en parlons pas, faut des conditions. Pour le bleu, faut des conditions. Le rouge, c'est fort. Tel quel. Ce qui en vient à la petite question que je voulais vous poser. Je te laisse y répondre en commentaire. Est-ce que il faut bannir des cartes avant le 7-2? Moi, je dis que oui. Je suis totalement contre, pour le principe qu'il n'y ait que 150 cartes dans un corset. Mais je suis pas Nostradamus, mais je joue énormément au jeu. Double rouge va défoncer tout le monde. Le seul concurrent sérieux qu'il a, c'est double bleu vert, en tout cas pour l'instant. Sauf que double bleu vert joue des petites unités qui se font défoncer par Bonnie and Clyde. Il faut bannir Bonnie and Clyde. J'ai la haine, enfin j'ai la haine. Je trouve que Yorinobu est la meilleure unité. Excusez-moi. Tcha, mais Yorinobu arrive malgré tout assez tard. Je veux dire, dans un match-up où c'est que nous, on va, en tout cas en tant que double bleu, aller chercher des dés assez rapidos. De se dire qu'on va prendre Yorinobu Arasaka en mid fin de game, c'est pas très grave parce qu'on aura pris de l'avance. Mais le problème, c'est que au tour à 6 dés, à tour à 6 et 10, tour à 6 et 10, c'est là où nous les bleus, on va avoir l'avantage au niveau des dés si on a été agressif. Bon, au tour à 6 et 10, c'est pas grave. On nous fait un, comment, un Bonnie and Clyde. Soit on pose une unité, soit on en a déjà une. Et puis bon, au tour à 7 et 10, on se prend Yorinobu. Et la partie, elle est finie. Bah, du moment, de toute façon, on a pris un Bonnie and Clyde, la partie est finie. Parce que rouge, ça répond à tout. Donc, est-ce qu'il faut des bans? Ouais, il en faut un. Bonnie and Clyde. Franchement, vous enlevez Bonnie and Clyde. Je dirais pas que le bleu va. Et je dis pas ça pour que le bleu soit vraiment au-dessus des autres. Parce que toutes les factions peuvent contrer double bleu, hein. Il suffit de pas jouer en curve, littéralement. Il suffit de ne pas jouer en curve. Le rouge peut tout faire. Et le rouge, je sais pas ce qu'il leur a pris à West Coast. Que toutes les cartes sont bien designées. Je veux dire, c'est pas parce que ça c'est fort. Les autres cartes aussi, enfin les autres couleurs aussi ont des cartes très très fortes. C'est pas le problème, mais c'est qu'à chaque nouvelle carte qui sort, je vous assure, quand on connaît la faction rouge, ou quand on connaît le jeu tout simplement, toutes les cartes, on en vient toujours à deux phrases. La première, waouh, avec un double rouge, c'est trop fort. Et sinon, à défaut, c'est oh, c'est dommage, hein. Ça passe pas le double rouge. Et il y a une carte là qui est sortie samedi ou dimanche, ce week-end. Bleu, tout content, dimanche. Je crois que c'est celle qui est sortie hier. Qui est, qui est- qui est trop forte. Et en plus, c'est une épique rare. Alors ça, ça a été designé avec les. Son coup. Ouais, c'est le dernier sujet, puis après, je vous laisse. Celle-ci. Alors, un petit truc comique, c'est que il lui manque un doigt, quoi. Il lui manque un doigt, puis elle est un peu vénère, hein, quand même. Faut arrêter d'écouter Avril Lavigne, hein, madame. Euh, Celle-ci dit que la première fois qu'une unité alliée vole un dé avec une valeur inférieure à son pouvoir imprimé, vous pouvez ready 2 et 10. En effet quick, 2 et 10 plus elle, vous la tapez.
vous faites perdre à une unité ennemie le pouvoir égal à la valeur de pouvoir de cette carte. Donc minimum de -4. Donc oui, c'est fort. Je veux dire, c'est très très fort. Mais ça passe pas le cut du rouge parce que c'est lent. Parce que c'est lent et ça prend Bonnie and Clyde. Parce que ça n'a que 4. Et que si vous voulez qu'elle survive, super, faut lui mettre un gear. Faut lui mettre un gear, donc faut lui mettre un Riot Shield. Ok, elle se fera détruire le tour d'après. Et que quand bien même, si elle prend pas Bonnie, elle prendra Carnage. Parce qu'elle a que 4 et que toutes les unités rouges sont au-dessus du 4. Et ça, je crois que les playtesters et les designers n'ont pas compris que double rouge, ça répondait à tout. Et que la seule façon de battre double rouge, c'est que le double rouge brique. Voilà, c'est dommage. C'est franchement dommage parce que la carte mérite franchement mérite d'exister. Elle mérite complètement d'exister, sauf que elle n'existe pas parce qu'il y a double rouge, quoi. Donc la question que je vais vous demander de répondre dans les commentaires, c'est est-ce qu'il faut des bans avant le set 2? Et la piste de réflexion que moi j'ai pour pouvoir jouer justement des Rogue, des Judy, des Panam, même celle-ci, franchement, c'est pas grave. Le jeu veut tellement aller vite, moi pour moi, il y a 20% de coût des 10 en trop. Si on veut faire une dimension stratégique au jeu, il fallait réduire le coût des cartes. Bon, maintenant c'est trop tard. Par contre, j'ai grand espoir que pour le set 2, ils le fassent, parce qu'il y aura les retours des joueurs. Je veux dire, tant que les impressions sont pas lancées, tu peux changer un 4 par un 2, hein. Dans l'absolu, c'est pas très grave. Mais les cartes sont trop chères, et c'est parce qu'elles sont trop chères que la plupart ne sont pas jouées. Tout simplement. Sauf chez les rouges. Le rouge, c'est quasi la seule faction qui peut se permettre de jouer des coups 6, des coups 7, parce que ça fait le café, hein. Je veux dire, Yorinobu pour 7, ça fait le café. Donc voilà. Est-ce qu'il faut bannir avant le set 2? Est-ce qu'il faudrait pas réduire le coût des cartes afin de faire des plus gros tours, c'est-à-dire faire plus de choses, avoir une dimension stratégique au jeu? Je te laisse y répondre dans la zone des commentaires. N'hésite pas à liker, à partager. Merci de m'avoir écouté. C'était un peu long, mais ce sera certainement une des rares vidéos de la semaine. Je pense que fin de semaine, je vais faire une tier list parce que normalement, à la fin de la semaine, on a toutes les cartes de rue. Je te dis à bientôt. À plus. Ciao!